une vingtaine de games puisque je n'ai pas lancé le record parce que je suis une débile. Donc je suis en train de parler justement du sync de back. Donc en fait ici on a Honor et Zeus qui sont en train de synchroniser leur back et c'est extrêmement intéressant puisque le fait de synchroniser le back avec la win condition, et bien en fait ça va vous permettre de jouer sur les tempos forts. C'est-à-dire que quand votre jungle va récupérer de la tempo, et bien du coup votre top laner va aussi récupérer sa tempo et vous allez être sur un spike qui va être relativement puissant. Et vu que vous voulez jouer topside, ben ça va être extrêmement intéressant. On est à 3 minutes 27 et on a Lee Sin donc qui va back. Et c'est intéressant de donner ça puisque comme je vous ai dit, donc au niveau des win conditions, donc pour YouTube qui a raté ça à cause de moi, je le répète, mais du coup la compo T1 se joue vraiment très early mid game. Donc ils jouent avec beaucoup de priorité et avec un early mid game qui est assez dominant. Ils veulent jouer les Herald, ils veulent jouer sur ce topside et ils s'en battent les couilles des premiers Drake. Côté RNG, on veut plutôt jouer le scaling. Et on veut plutôt jouer le farm, donc l'idée c'est qu'on essaye de perdre un minimum de HP, on essaye de perdre un minimum de trade, et juste de jouer le scaling. On peut voir le scaling avec par exemple la rune de GP, on peut voir le scaling par le fait qu'on a un pick Viego, on a un pick Aphelios qui est un très bon late game, et toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous emmènent vers le late game de RNG. Et donc là, ce reset ici, il est intéressant parce que dans le passing de Lee Sin, on n'a pas fait les golems, c'est-à-dire qu'on a fait donc un raid Corbin into le topside, et le fait de ne pas faire ces golems, ça a un intérêt. Déjà, ça lui fait finir son clear relativement tôt, ce qui lui permet d'être proactif et d'utiliser la pression de la mid lane. Et l'autre intérêt, alors ici il y a le plan d'éviction qui est claqué, donc on a information sur Viego, et là vous pouvez voir qu'au contraire de Lee Sin, Viego lui a fait un cycle long, c'est-à-dire qu'il a fait tous ses camps. Et donc là ici on a donc le top laner qui va revenir sur sa lane, qui va refaire le même gameplay, hein, de jouer extrêmement agressif, puisque du coup il a l'information que Viego a fini son cycle topside, du coup Viego va forcément aller retourner pour faire ses camps bot, donc de nouveau Zeus peut jouer extrêmement agressif parce qu'il sait qu'il est en pur 1v1. Donc là, Viego donc récupère le fait que Lee Sin soit sur son timer back pour avoir le carapateur. Alors, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que du coup ici, je pense que c'est une petite erreur de tempo de la part de RNG, parce que ce qui se passe ici c'est qu'il delay son back, donc là ici il n'a toujours pas fait son premier back, et si jamais il croise Lee Sin, si jamais il y a un 3v3 qui se joue, le 3v3 va être potentiellement perdu très fort côté RNG. Cela dit, on est à niveau pro, donc les joueurs ont un cerveau. Et là, ce qui est important de noter, c'est que, comme on le sait, Lee Sin donc n'a pas fait tous ses camps, parce que sinon il n'aurait pas été on time sur le carapateur. Donc on sait qu'il a fait les golems. Ce qui est extrêmement important à haut niveau, c'est de synchroniser ses camps. C'est-à-dire d'avoir des camps qui respawnent relativement proches pour éviter de perdre du temps en fait à courir après des camps ou à attendre 40 secondes qu'un camp respawn parce qu'il est pas up. Et là en fait vous voyez que le camp des golems du coup a été fait sur le respawn des corbins, et du coup ça fait que Lee Sin peut simplement faire ses golems into ses corbins et avoir un clear qui est cohérent. Cela dit, donc vu qu'on sait ça, on se doute que Lee Sin il est sur bot side, mais on se doute qu'il est sur bot side probablement plutôt côté mid lane. Donc, Viego a le champ libre pour faire un lane gank. Alors en réalité, ce lane gank, il n'a pas pour but de kill ou quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'il a pour but de kill si jamais Keria prend une autre agression, mais vu qu'on sait qu'on a les summoners de up sur la bot lane, il y a peu de chances que ça arrive, mais par contre, il sert aussi à cover le fait que Ming n'ait plus de flash. Ici, ça sert à punir potentiellement la botlane T1 s'ils font n'importe quoi, mais ça sert surtout à cover la botlane RNG. Donc on va tenter un petit X-Flash des familles qui fait plaisir, voilà, sur Keria. Pas grand chose de bien folichon. On back des deux côtés, et là vous pouvez voir Honor qui quand même ne continue pas de synchroniser ses camps, puisque dans tous les cas ses loons sont pas up, mais qui back ici, et du coup il fait un deuxième reset timer. Et alors, ce reset timer, il est intéressant parce que le fait de se positionner comme ça en bot side, bah déjà ça bloque la botlane RNG et ça les empêche d'hard push la wave, donc ça les empêche de faire crash la wave sous la tour, mais surtout, ça permet à Lee Sin, encore une fois, de synchroniser son back avec Gwen. Et du coup là, Gwen revient en lane donc sans téléportation puisqu'elle a claqué sur le premier back, et donc là Lee Sin va faire ses camps, ça va laisser le temps à Gwen de setup la wave. Et ça, là, ça nous fait un jeu macro et micro qui est vraiment excellent parce que on voit vraiment une coordination entre le passing de Lee Sin et les waves de Gwen qui sont vraiment parfaites. Hein. Donc là, on a désynchronisé le back entre Keria et son DC. Dans ce genre de lane, c'est pas forcément mauvais parce que... donc finalement, d'ailleurs, la botlane RNG qui a réussi à crash. Je vais juste revenir là-dessus parce que c'est quand même intéressant. En gros, ce qui se passe ici, c'est que on va avoir du coup donc la botlane T1 qui va essayer de faire un freeze de lane, plus ou moins bot je pense. Je sais pas s'ils ont juste clear la wave ou s'ils ont freeze.
Je pense qu'ils ont clear la wave, puisque du coup, ça ne backerait pas sur cette position-là. Ouais, c'est ça, ils avaient clear la wave. Ici, donc là, il y a la Xayah qui back, donc Xayah ici est proactif sur map. Ici, Xayah va avoir un timer de back qui va être plus tôt que la botlane RNG, mais simplement, la botlane RNG va juste faire crash la wave pour avoir le reset. On claque un dématérialiseur pour être sûr de pouvoir faire crash. Donc là, vous voyez le démat de l'Isar qui a été utilisé. Et du coup, ici, après, on synchronise le back RNG des deux côtés. Et alors là, ce move-là est extrêmement intéressant parce que ici, comme je vous l'ai dit, donc Lee Sin vient de clear son topside, Gwen a eu le temps de setup sa wave, mais vu qu'elle a fait 2 backs, elle a pas un retard de elle, parce que du coup, elle va la site de CS, elle va... Hello Magnoob, elle va récupérer l'XP. Mais ici, en fait, sur cette prise de canon-là, elle passe niveau 6. Et cette transition-là, elle est intéressante parce que en gros, ici, si on regarde l'état de la map, hop, si on regarde l'état de la map, on sait que du coup le TF est base. On a l'information que du coup la botlane RNG va back, car ils ne vont pas rester avec 52 mana en botlane de manière aléatoire. On n'est pas en silver. Et on a l'information que Viego du coup est sur son topside suite au fait que il a clear bot et qu'il vient top et que c'est comme Lee Sin, enfin ils ont le même pass, donc c'est logique qu'il soit sur cette position là. Donc on a l'information sur à peu près tous les joueurs. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que le niveau 6 ici, on veut en profiter. On veut profiter de Ignite de Zeus, on veut profiter du fait que GP c'est killable, on veut profiter pour faire burn un flash sur GP, etc. pour récupérer cette prio de l'Herald qui spawn dans 2 minutes. Donc là, c'est intéressant parce que ici, on n'a pas encore de prio mid, mais vu que TF est base, soit TF va claquer son ultime pour revenir au mid et récupérer une prio et garder la prio mid, soit arrive à naturellement la prendre et pouvoir bouger. Donc là, en fait, pour Honor, la seule chose qu'il a à faire, c'est attendre. Donc il va attendre en cover. Si jamais Viego vient, il gagne le... Enfin, Gwen Lee va gagner le 2v2. Si jamais Viego ne vient pas top, ils vont dive GP. Donc là, en fait, la position d'Honor, elle est extrêmement intéressante. Parce que du coup, GP va... Enfin, pas GP, Viego passe top dans tous les cas parce qu'il a fait le même pass que lui. Et du coup, vu qu'il a fait le même pass, et qu'on a l'information avec la ward posée à 2 minutes 18, et bien du coup, il sait que le Viego va venir cover son GP à un moment. Et donc il aura juste à le cut, juste à l'attendre, parce que dans tous les cas, ici, le 2v2 est gagnant pour T1. Go go T1. Attendez. Go go T1. J'ai du mal avec ma droite et ma gauche, c'est compliqué, parce qu'en plus dans la cam, du coup, c'est pas le... C'est pas... comment dire c'est inversé, du coup. Donc quand je regarde à gauche ou à droite, c'est... Voilà, quand je regarde à droite... Dans mon retour caméra, je vois que c'est à gauche. Et là, donc on fait craquer le flash de Bin. Et du coup, pour Honor, tu sais pas fini, on reste là. On reste là parce qu'on veut que Zeus puisse faire crash la wave, on veut que Zeus puisse profiter de son reset tranquille s'il veut reset. Et là, Bin fait une petite erreur, il gride un peu le CS en se disant j'ai la cover, etc. Je peux y aller. Et c'est la punition. Et alors là, vous allez me dire, mais Lilisa, en vrai, T1 ils veulent jouer agressif en early game, mais là, ils vont potentiellement donner double kill. Oui, mais non. Parce qu'en fait, ici, le Viego, du coup, ce qui s'est passé avec ce move-là, c'est qu'il a dû casser son cycle de jungle, donc il lui reste encore un de ses camps à faire. Et surtout, l'autre intérêt, c'est que faire un move à 6 minutes 30 comme ça, en utilisant l'ulti TF, ça veut dire qu'on n'a pas l'ulti TF sur le spawn Herald. Et du coup, ça veut dire qu'on a un free Herald côté T1. Et donc là, on utilise vraiment une tempo globale pour jouer autour de nos win conditions. Ici, donc, on utilise la TPRI pour être proactif sur map pour essayer de punir derrière l'overextend potentiel de TF. Bon. On fait perdre le flash de TF. On back off. Et il se passera pas grand chose. Et là, il se passe plus grand. Enfin, là le move est terminé. Mais là où c'est intéressant, c'est que du coup, ce qui s'est passé, c'est que côté Harry, on a fait crash la wave sous tour. Du coup, là, la wave est en train de bounce back. Si vous regardez les SS, la wave est en train de bounce back vers Harry. Et du coup, l'avantage d'une wave qui bounce back, c'est qu'elle pourra la refaire crash quand elle le voudra pour l'Herald. Et on peut aussi noter qu'il lui reste 1 million de matérialiseurs. Et du coup, alors je pense qu'elle va utiliser le démat parce que là, la wave est beaucoup trop grosse. Mais si jamais elle le souhaite, elle pourrait par exemple se dire je vais garder le démat ou je vais utiliser le démat de mon support pour prendre la prio sur la wave Herald.
Ah, c'est ce que je disais du coup. Il y a le démat du support qui est utilisé et le fait d'avoir le démat du support qui est utilisé, pas le démat du mid, ça va offrir quelque chose d'extrêmement intéressant parce que le mid laner pourra du coup démat là où TF ne l'a plus. Faut savoir que dans les games, donc un peu moins dans les games européennes, mais il y en a beaucoup dans les games, asiatiques de manière générale, le dématérialiseur, c'est vraiment utilisé pour créer une prio, enfin pour mettre une prio, pour prendre la prio et instantanément on prend la prio. Dans les pays occidentaux, enfin dans les pays des régions occidentales, on va plutôt avoir tendance à jouer au niveau du kill, au niveau de la micro, du fait de punir une erreur en termes de micro, de d'outclass un peu son adversaire pour récupérer cette prio. Ou alors on va utiliser des rotations support très classiques, donc par exemple on a Elysian qui fait beaucoup de rotations support, etc. Ça c'est vraiment quelque chose de typiquement très européen, le fait d'avoir beaucoup de rotations support pour récupérer la prio, pour grab la prio. Là où, ben, vous l'avez vu ici, les déplacements asiatiques du coup sont plutôt axés pour cover des moves, c'est-à-dire les déplacements du support étaient plus en cover de move que sur le fait de créer une prio mid particulièrement. Comme dit, hein, si vous avez des questions, si vous avez des choses, voilà, à me demander par rapport à ce que j'explique, par rapport à tout ça, vous hésitez pas, hein, vous me posez la question dans le chat, je réponds et bien évidemment, je vous lis. Donc là, comme je vous le disais, donc on a raté le move Herald parce que je ne suis pas concentrée, je suis en train d'écrire des DM, je suis très donc après ce move qui s'est passé en topside, donc il s'est passé beaucoup de choses. Donc en gros, ici on a récupéré la prio mid de manière classique, on a Gwen qui revient en lane encore une fois. Là, comme je vous le disais, donc vu qu'on a comment dire, vu qu'on a une on utilise le Targon mid, bah du coup, alors ça c'est le replay du move de tout à l'heure. Dans le même temps, bon, Zeus se fait tuer. Donc là, ici, Zeus revient en lane, Zeus meurt. Et là, ce qui va se passer, c'est que cette mort-là, si vous vous rappelez, je crois que c'était dans G2 RNG, on a une mort similaire de la part de top laner G2, de Broken Blade, je crois. Je sais plus s'il meurt, mais il fait un move un peu similaire, où en gros, sur le timer Herald, il joue un petit peu comme un fifou. Et en fait, le fait de jouer comme ça, bah, d'ailleurs, RNG n'apprend pas de ses erreurs, hein, du coup. Le fait de jouer comme ça, en fait, ici, la top lane RNG va être obligée de reset. Pourquoi la top lane RNG va être obligée de reset? Parce qu'ils viennent de passer un très long moment sur map, et du coup, ils sont out of tempo, ils n'ont plus de tempo, et du coup, bah, ils peuvent la wave, ils reset. Sauf que le fait de faire ça à 7 minutes 30, eh bien, du coup, le timer Herald, il est gratuit pour T1. Donc, côté RNG, donc comme dit la T1, ils veulent accélérer la game, donc cette prise d'Herald, elle est excellente pour T1, puisque forcément c'est ce qu'ils veulent faire depuis le début, donc c'est très bien pour eux. Et là on pourrait se dire, bah du coup RNG ils vont directement aller commit au Drake instantanément. Alors, il va en effet y avoir un jeu au Drake, simplement ici on donne le bleu à TF avant, pour être sûr de récupérer la prio mid, pour ne pas se faire contest par exemple un deuxième Drake de manière un peu random. Vous ne me voyez plus la cam. Donc là, comme je vous disais, on utilise la rotation du support, donc on fait bouger le support, puis après le support revient en bot, ça récupère la priorité, et ça nous permet de secure Drake. Plan de jeu classique côté RNG, il n'y a pas de surprise, pas de truc fou-fifou quoi. Et là où ça va être intéressant, c'est que maintenant, donc on a la win, enfin on a notre potentiel de snowball du coup côté T1 qui est en 0-2. Il a pas de forme d'avance. Donc là on se dit bon, c'est un peu compliqué. Mais par contre, le fait que même s'il n'a pas de forme d'avance, même s'il n'a pas de kill ou quoi, ben il reste quand même, voilà, par son pic, par comment dire, le lead qu'il a, ben ça reste quand même
une grosse priorité en topside. Donc là, là, Honor continue de jouer un peu agressif. Là, ici, je trouve que c'est pas forcément très bien joué de la part d'Honor. Parce que, bon, déjà, bon, l'Herald sur Lee Sin, c'est c'est toujours terrible, hein, quand on joue jungle et qu'on se prend en Herald, c'est compliqué, quoi. Ici, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'en gros, le timer sur lequel il invade, c'est un timer qui est très off, puisqu'en fait, on a le timer du coup donc de lui qui va donc de Faker qui va poser une ward et on a un timer du coup où lui va aller invade. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que en gros, sur ce timer-là, ici, ça arrive à chapitre perdu. Du coup, ça arrive à pouvoir clear plus facilement la wave. Enfin, genre, ça arrive à clear la wave et plus facilement que un TF sur le long terme. Et du coup, ici, le fait d'avoir cette double position comme ça, c'est un petit peu embêtant. L'autre point qui est embêtant, c'est que on a un crash, du coup, côté bot side. Donc, on sait que le support doit arriver top side et du coup, aller sur ce genre de camp, Lee Sin ne va pas les faire facilement. Donc, il va probablement juste essayer de smite le gros, sauf que là, vu qu'il a déjà essayé son Q-spell sur le petit, il va probablement mettre beaucoup de temps à faire ce camp. Et le fait de mettre autant de temps à faire ce camp, ben, ça ne va pas être rentable parce que Alistar va arriver dessus, etc. Et derrière, la position de Nautilus ne permet pas, vu que Aphelios est sur un timer back, de punir bot lane. Donc en fait, ce move ici en top side sur les corbeaux, je le trouve un petit peu creux. Comme je vous disais, hein, on met 8 ans pour faire les corbins parce que les corbins avec Lee quoi. On fait burn l'ulti TF, cela dit. Le burn ulti TF, il est intéressant parce que comme ça empêche par exemple TF de venir cover un dive bot ou des choses comme ça. Parce que là, si on prend l'ulti TF, si on prend le timer donc de sa prochaine téléportation, il l'aura vers 10 minutes 30 à peu près. Donc c'est bien. Le truc, c'est que c'est 10 minutes 30 et du coup, c'est pas les TP unleash, donc il peut TP que sur des tours. Donc en fait, ça limite beaucoup l'impact de TF sur la map. Une fois qu'il a pu son ultime, il peut plus bouger sur map. Est-ce que ça vaut une mort du Lee Sin par contre? J'ai un peu plus de doute. Cela dit, alors, ici on récupère quand même la prio mid et du coup on continue de trade, hein, c'est ce que je disais, avec Faker qui vraiment trade les HP, qui veut mettre beaucoup de prio. Et là, encore une fois, bah, c'est donc on utilise le support pour récupérer la privée. Donc là, ici, on utilise simplement les targons du support pour la privée. On va faire la même chose de l'autre côté. Et après, on redescend. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez classique, hein, le fait de remonter, redescendre. Mais là, la variante qui est intéressante, c'est que les deux supports, en fait, l'ont fait pour des raisons différentes. Ici, Nautilus l'a fait parce qu'il veut laisser celui qui fait son ADC et qu'il n'a pas besoin d'être bot parce que Aphelios c'était sur un timer back juste avant. Et que lui veut reset, du coup il est avant son reset. Et dans l'autre situation, donc du côté RNG, c'est plutôt pour permettre à TF de back justement tranquillement et de perdre le moins de ressources possible. Donc là, non, TF devrait utiliser sa TP sur la tour, voilà, c'est classique. Pas de surprise, sans surprise. Là, si vous regardez bien ce qui se passe dans la jungle, du côté Lee Sin, on peut noter quelque chose, c'est que Lee Sin a inversé son cycle de jungle. Donc depuis le début de la partie, Lee Sin faisait un cycle dans ce sens-là. Et maintenant, Lee Sin fait donc un cycle dans l'autre sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, sa win condition a un petit peu évolué. Bon, déjà, sa Gwen étant 0-2, elle n'arrive pas à avoir un lead concret sur son opposant, mais surtout, il faut jouer avec cet Herald. Et cet Herald, on veut l'utiliser pour libérer cette Xayah, pour libérer cet Ahri. Donc en fait, on veut libérer de l'espace sur ce bot side. On n'a pas besoin d'aller mettre l'Herald au top, parce que si on met l'Herald au top, ce qui va se passer, c'est que GP va se retrouver. Donc, alors, je vais vous expliquer le processus, donc ça va être un petit peu complexe. Donc accrochez-vous à votre ceinture. Hop, on s'accroche bien, tac, à sa ceinture, à la ceinture de l'e-sport. Donc si jamais Lee Sin décide de commit les ressources upside et décide de push le tour. Bon, déjà, vu qu'elle a 5 plates, peu de chances qu'ils réussissent à la prendre. Mais mettons, dans le meilleur des mondes, GP se suicide et ils arrivent à prendre la tour. Ce qui va se passer, c'est que la D1 va tomber. Donc en fait, la wave de GP, enfin la wave de Gwen et de GP vont se stuck à ce niveau-là. Et en fait, Gwen ne pourra plus pressure autant le GP. Parce que du coup, elle va dans ce commit très très loin, elle pourra se faire catch par Viego, elle pourra se faire catch par TF, etc. Et quand on joue contre un TF, on veut éviter en fait d'avoir des side lanes, on va dire, qui doivent s'avancer extrêmement loin pour aller faire quoi que ce soit. Et là, c'est exactement le problème, puisque Gwen, ce qu'elle veut dans son objectif, elle, c'est pressure GP. Et le truc, c'est que si elle est là-bas, bah pour aller le pressure, bah il faut qu'elle marche jusqu'ici, quoi.
Et si elle marche là, bah, elle est très, très loin de sa tour, quoi. Donc autant vous dire que, bah, elle est obligée d'avoir une cover et si elle a une cover en top lane pour pressure GP, bah, du coup, quel est l'intérêt qu'elle pressure GP? Si du coup, elle demande à son équipe de venir la cover. Et donc c'est pour ça qu'on ne veut absolument pas mettre l'Herald au top. Maintenant, on va réfléchir à où est-ce qu'on veut mettre l'Herald ailleurs. Donc on peut soit mettre l'Herald au bot, soit mettre l'Herald au mid. L'Herald au mid, ça peut être potentiellement un peu compliqué parce que TF a de quoi wave clear un minimum et surtout, bah, prendre l'Herald mid, enfin mettre l'Herald mid comme ça à blanc, ça peut être un peu compliqué. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le fait que TF n'a plus de téléportation et plus d'ultime pour jouer sur ce bot side, pour forcer par exemple un dive, etc. Et avec ce setup potentiel, libérer la pression bot. Donc on utilise le fait que Harry va décaler avant TF parce que c'est Harry dans TF. Et en fait, on peut tout simplement mettre cette pression bot pour réussir à récupérer la tour. Et à partir du moment où on libère notre Xayah, bah là c'est extrêmement intéressant parce que notre Xayah, elle n'est pas sensible. Fondamentalement, elle n'est pas sensible à Vigo, elle est peu sensible à TF. Donc en soi, elle peut pas trop se faire catch. Donc on peut la laisser sur cette mid lane, on peut la laisser pressure cette mid lane par la suite, puisqu'il y a peu de chances en fait qu'elle se fasse catch. Donc en fait, en soi, on s'en fiche un peu que notre Xayah, bah du coup, elle ait plus de tien contre elle. Parce que dans tous les cas, on va la mettre mid, on va mettre Faker en side, et si vous regardez l'itemisation de Faker, des Mercury et une téléportation. Et du coup, ça offre énormément de liberté à Faker, puisque déjà, bah, normalement, la personne qui va le match, ça va être son mid laner. Donc, bah, l'ulti TF sur la lane où est déjà TF, pas super utile. Mais surtout, les Mercure vont vraiment réduire les CC qu'il va prendre, et il y a peu de chances que du coup, il se fasse catch d'une quelconque manière. Après, ça reste Harry avec 3 dash, un flash. Enfin, on est vraiment sur un perso qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espèces, beaucoup de liberté, et qui a peu de chances de se faire catch. Donc, cet Harry en side ne sera pas un problème. Donc, c'est pour ça qu'on veut prendre une T1, une tour de side, mais on veut idéalement prendre une tour qui nous intéresse pour le reste du jeu, donc qui permet de libérer cette Xayah. Je sais pas si je suis claire, si jamais je suis pas claire, s'il y a besoin d'explications, je réexplique. Hein. Alors finalement, il n'y aura rien qu'à se faire, vu qu'on a, comme dit, la décale du support RNG qui permet en fait de prio un peu ce côté-là. Mais là, vous pouvez voir que vraiment, cette Gwen, on la laisse un peu à l'abandon. Hein. Faker qui continue de trade l'HP, vraiment son seul objectif sur la lane, c'est trade l'HP de son opposant. Alors, oui, je me remets du baume à lèvres, comme ça, je peux continuer de bien parler. Et là, on utilise la pression en fait que met Gwen au top pour justement pouvoir prendre cette Herald en side. Donc à part, je crois que j'ai arrêté de regarder les games enfin je crois que du coup le replay que j'avais vu, j'ai regardé je crois les 9 ou 10 premières minutes de jeu, donc je n'avais pas encore vu ce move là. Mais ça se devine assez facilement. Et là en fait, encore une fois, on utilise du coup côté T1, ben ok, on sait que du coup on sait que Viego a back et qu'il est parti jouer sur le bot side, donc instantanément, bah du coup côté Zeus, on réagresse son opposant direct, on lui fait burn son flash, et comme ça, bah après, pour le prochain Herald, on pourra jouer très agressif. Bon, là, Gumayusi qui troll un peu son back, hein, même parmi les meilleurs joueurs, on grid, hein. Et là, si vous notez, alors là, vous allez voir, normalement, alors je ne sais pas si, je pense que l'Alicine va plus reset en même temps que Gwen. Mais ici, là, par exemple, vous avez une autre synchro de reset qui est assez intéressante, c'est que vous avez reset support mid. Et c'est intéressant parce que, comme dit, on va utiliser souvent le support pour récupérer cette prio mid lane. Et du coup, le fait de synchro lead reset, ben, ça permet d'être assez intéressant. Là, c'est une excellente exécution de la part de RNG, c'est vraiment un très très beau move. C'est un très très beau move parce qu'en fait, ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on a utilisé donc le timer du coup, donc off de la botlane, enfin de T1 du coup, puisque du coup ici T1, donc ils ont fait leur move bot, Grid of Legend, un petit peu, c'est ça.
Donc ici, T1 est sur un timer de reset, donc là, et c'est pour ça que ça m'a un peu étonnée parce que normalement, en fait, pour avoir une bonne tempo, il aurait fallu que le Lee Sin back maintenant. Parce qu'en fait, dans tous les cas, ils vont probablement jouer, enfin, en fait, ils peuvent s'amuser, puisqu'ils ont un spike sur Lee Sin, ils peuvent s'amuser à jouer le Drake ou à fight au Drake. Le truc, c'est que, en gros, sur ce timer-là, donc, Harry est obligé de back parce que du coup, elle doit match le back de TF, et parce qu'il vient de claquer sa TP. Et du coup, Nautilus doit back pour juste reset en même temps les wards, etc. Enfin, faire sa vie de support, quoi. Le truc, c'est que du coup, ici, le fait de ne pas avoir le back de Honor timé, bah, je trouve que c'est pas ouf. Parce que, en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que on a 2 joueurs qui sont out of tempo, on a un joueur qui meurt, donc qui est ben, pas dans la tempo non plus, et du coup, on se retrouve avec un joueur sur map, fondamentalement, parce que bon, Gwen est au top et en plus elle reset, mais on se retrouve avec un joueur sur map, ce qui est pas suffisant en fait pour faire peur à RNG de quoi que ce soit en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas se dire ah oui on va se retourner sur le dive ou quoi, parce qu'il y a un joueur potentiellement sur map quoi. Et comme on l'a dit au début, RNG ils veulent jouer les Drake, donc en fait le fait d'avoir un joueur sur map bot side, bon, autant vous dire que RNG ils se sentent pas bien inquiétés pour le dragon quoi. Team RNG. C'est ce côté RNG. Ok, donc après, encore une fois, on claque l'ulti TF. Bon, là, côté T1, normalement, on ne va pas défendre ce Drake. Hein. Normalement, on va juste aller récupérer la ligne de vision pour préparer l'Herald. Parce que, comme dit, dans tous les cas, ils s'en balèquent un peu du Drake. Donc, on en profite pour récupérer la Priomide. On en profite pour faire des putains de corbins qu'on n'a pas réussi à faire tout à l'heure. Décidément, Honor et les corbins dans cette game, ça fait 60. Hein. Il a vraiment très très envie de faire les corbins, notre bro Honor là. Ça reste quand même tanky un Alistar. Hein. C'est quand même très très tanky. Et là, vous voyez, on est à 14 minutes, quoi. Donc, imaginez en late game la tankiness du machin, quoi, du bougre. Oh. Parce que du coup, ça me gratte un peu à cause du maquillage, mais du coup, faut que je fasse attention à pas défoncer le logo. Donc, c'est technique. Et ça, horrible à cause de son nul pour attaquer. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est ce qui fait qu'en late game, il va être extrêmement, extrêmement fort, par exemple. Et là, du coup, on a un gameplay qui est extrêmement intéressant parce que depuis le début de la partie, on bloque notre GP en topside et qui ne peut rien faire parce que bah, il est contre Gwen, quoi. Pauvre de lui, c'est le match-up, quoi. Donc, attendez, Gotti One, du coup. Et du coup, là, on a récupéré le deuxième Herald et du coup, on peut continuer d'accélérer la game. Exactement, 60%, c'est ça. Donc, là, l'idée, c'est que pour T1, ce qu'on veut, c'est accélérer le jeu. Parce que là, en fait, on pourrait se dire, mais normalement, ils sont censés avoir une compo early mid-game, pourquoi ils sont derrière en early game, ça n'a aucun sens, etc. En fait, là, ici, en réalité, T1 sont relativement devant, parce que ils ont, comme dit, toujours... Attendez, je ouvert ma cam, je ne sais pas pourquoi. Ils ont toujours énormément de trio. Le fait de récupérer cette thermite aussi, ça les rend extrêmement bien. En fait, en termes de gold, ils vont pas forcément avoir un énorme lead, mais ça, c'est souvent ce que fait T1. Par exemple, c'est ce qu'ils ont beaucoup fait en saison régulière de LCK, c'est qu'ils n'avaient pas un énorme lead en termes de gold en early game. Bon, au moins que les adversaires fassent vraiment n'importe quoi. Mais ils n'avaient pas, par exemple, contre les bonnes équipes, ils n'avaient pas un énorme lead, mais par contre, ils avaient beaucoup de bâtiments. Genre, ils avaient beaucoup de plates ou beaucoup de choses comme ça.
Là d'ailleurs, on peut voir des patterns de wards qui sont assez intéressants chez T1 parce que du coup, ils font des ponts de ward, enfin ce que j'appelle des ponts de ward. C'est-à-dire qu'ils wardent en fait des zones relativement proches et en fait ils bloquent des passages de vision mais très courts. C'est-à-dire que la plupart des lignes qu'on va voir, des lignes de vision qu'on va voir de manière générale en Europe ou quoi, ou même de manière générale, on va plutôt voir des lignes. Est-ce qu'on en a une? On n'en a pas encore une complète, je pense que c'est si Viego pose une ping qu'on va avoir la ligne. Ouais, voilà, Viego va poser la ping et on va voir la ligne normalement. Peut-être pas, ouais, si c'est bon, parfait. Donc, habituellement, on a plutôt ce genre de ligne de vision qui est juste là, que je suis en train de dessiner juste là. Je vais vous mettre un trait tout droit, ce sera mieux. On a plutôt habituellement ce genre de ligne de vision. C'est des lignes qui sont très très larges en fait, c'est des lignes vraiment qui permettent de voir une entrée complète, et du coup ça traverse la jungle. Et côté T1, en fait, on s'amuse plutôt à jouer sur de la ligne très courte, ici. Et donc là, on a une ligne très. Enfin, côté. Oui, c'est ça, côté T1. Côté RNG, on a une ligne très offensive, très droite, du coup, qui cible directement l'objectif. Et en fait, du coup, ça nous permet de voir généralement quel objectif va être joué par la suite. Donc là, bon, pas trop de surprise. Donc la T2 bot. Donc du coup, si c'est la T2 bot, en fait, toute cette zone ici, je vais juste hop, prendre cette couleur-là en plus grand. Toute cette zone ici, en fait, va être contrôlée par RNG, hein, bien évidemment. Tout ça, c'est pour RNG. Et du coup, côté, côté T1, en fait, on fait juste des petits endroits ici, des petits pick-up comme ça, et en fait, ça permet de sécuriser simplement certaines zones. Par exemple, ça permet de sécuriser des points ici, et en fait, ces petites zones ici, ça va être des points de catch. Et du coup, c'est extrêmement intéressant, vu qu'on a une compo early mid-game, d'avoir des petits points de catch comme ça. Il y en a juste un où c'est dans un setup de macro beaucoup plus global, donc on va setup un objectif directement, et l'autre, on va plutôt setup des prises d'agression. C'est juste la différence au niveau des lignes de vision. Pour repartir à notre petit débrief. Donc, on commit énormément de ressources sur Faker. Ces ressources sur Faker, encore une fois, donc elles sont. Donc on trade, hein, là typiquement, c'est on pressure sur Faker d'un côté, de l'autre côté, on pressure la topside. Bon, Gala qui respecte pas trop la position. Alors, ça, c'est ce que je vous disais justement avec la ligne de catch dont je vous parlais, hein, je vous en parlais il y a 30 secondes, hein, justement. On ouvre la ligne de catch et ça permet du coup de créer des catchs. Parce que du coup, on a l'information, enfin, on a la vision, et du coup, on peut prendre une position, vraiment des positions de catch, dans les zones que je vous mentionnais tout à l'heure, donc ici, ici. Et du coup, on est vraiment sur des zones très courtes, hein, comparé à RNG qui prend beaucoup d'espace bot, mais du coup, ça permet, si par exemple, on respecte pas au niveau de la lane ou au niveau de la wave, de punir instantanément un joueur. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire par contre, hein. Je ne sais pas pourquoi il a pas attendu, parce que dans tous les cas, s'il jouait pas ici et s'il dépêchait juste, T1 pouvait pas prendre grand chose, genre anyway quoi. Genre, puisque du coup, dans tous les cas, et toi faire une pratique alors que je vais lancer une game pour tester belle. Ah, sad. Et là, du coup, donc on utilise la mort de l'ADC pour mettre l'Herald au mid. Et l'avantage de cet Herald mid, c'est qu'il nous permet de récupérer la prio Drake. Et cette prio Drake, en fait, elle nous sert tout simplement à casser la win condition adverse. Donc là, maintenant, T1, on est à 20 minutes. Ils sont relativement bien. Ils ont leur mythique sur tous leurs joueurs. Ils ont 2 items sur l'ADC. C'est le moment pour eux de chercher du fight, d'essayer d'aller jouer un petit peu, d'aller un petit peu faire chier les adversaires. L'autre but de T1 ici, c'est donc déjà de prendre des catchs et d'aller réussir à jouer un petit peu proactif sur carte. Et le deuxième objectif, c'est d'empêcher les adversaires de succéder leur win condition, qui sont bien évidemment le scaling, donc qui sont prise de Drake. Donc là, en fait, ce qu'on va faire côté T1, c'est qu'on va simplement essayer de récupérer la prio Drake et d'essayer de fight au niveau des dragons. Donc pour ça, on prend des fights, hein, on réfléchit pas trop à qui on engage, honnêtement, on s'en fout un peu. Hein. On sait qu'on est meilleur en teamfight dans tous les cas.
Donc on a juste à courir sur les ennemis et ça va win, quoi. Et ça, c'est excellent parce que, encore une fois, bon, ça démontre bien le problème de RNG, mais alors c'est le problème de beaucoup d'équipes chinoises, c'est que à force de jouer des solo queues dans les games compétitives, bah tu n'es pas patient, quoi. Et là, typiquement ici, RNG aurait très bien pu concede ce Drake sans fight du tout, et récupérer par exemple des camps sur topside, en jouant par exemple sur ces zones-là et sur la prise de vision Baron Nashor, parce que RNG a un Baron Nashor qui se fait très facilement. Donc par exemple, ils auraient pu punir par la suite une erreur de SKT sur par exemple un delay Drake ou quelque chose comme ça, pour après jouer sur le timer Herald, enfin sur le timer Nash, pardon. Du coup, c'est vrai que je trouve ça un peu, comment je choisis ça, greedy, voilà, de la part de RNG d'avoir essayé de défendre, enfin d'avoir essayé de d'essayer d'avoir essayé d'essayer de défendre ce Drake. Voilà. Ouf, il est 1h40, moi et le français, ça fait 65. Donc ici, on va juste revoir le fight hein, d'un point de vue... Donc là, vraiment, vous avez vu, un Lolin, la target, Balek. La position de ses alliés, Balek aussi. Hein. C'est-à-dire que là, littéralement, Nautilus a all-in Aïssa. Hein. Donc, pire target côté RNG. Hein. L'ultime, il est lancé sur la DC. Et là, bah, en fait, on a juste tout le reste qui commit. Et là où c'est extrêmement intelligent, c'est que on a une Xayah. Donc du coup, Xayah, c'est un ADC en fait qui a la particularité de ne pas forcément pouvoir être focus dans les teamfights tant qu'elle a son ultime. Et le truc c'est que vu qu'on a déjà une Gwen ici qui va créer énormément de tempo dans le teamfight, on a déjà beaucoup de CC et la zone d'optimisation glaciale qui fait chier, plus les 3 dash de Faker, en fait on se retrouve à être dans une situation où on ne peut pas focus T1 1 à 1 parce que on a le R de Xayah, donc si jamais on s'amuse à communauté ressources sur Xayah, elle R, si jamais on s'amuse à communauté ressources sur Gwen, Gwen est immune, quoi. Si jamais on s'amuse à claquer des ressources sur Faker, vu qu'il joue probablement avec une stopwatch là maintenant, stopwatch. Et du coup, c'est très compliqué côté RNG. Et la seule manière de gagner les fights, c'est de vraiment prendre des fights qui sont relativement bons. Donc des fights où on va plutôt jouer autour du pile d'Aphelios. C'est-à-dire qu'on va jouer d'abord en créant une fronte sur Aphelios pour qu'Aphelios puisse DPS un maximum de personnes. Parce que T1 va très mal tanker le DPS. T1 va bien tanker les bursts directement, parce qu'ils ont des personnages qui évitent les bursts. Ils ont pris des items qui évitent le burst. Mais ils vont très mal vivre les très longs fights. En gros, plus les fights sont longs côté RNG, mieux c'est pour eux. Et du coup, on veut absolument jouer autour de Savelios parce que c'est la seule target qui pourra prendre des fights longs. Alors je vous spoil, hein, avec les armes qu'il avait, le fight long, c'était probablement pas ce qu'il voulait faire. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour vous renvoyer le tweet dans le chat si jamais vous voulez mettre un petit like, le petit RT, qui fait plaisir. Ouais, donc là, il dessine la fameuse ligne de vision dont je parlais tout à l'heure. C'est rigolo. Et donc là, encore une fois, on voit la même action que T1, hein, c'est-à-dire que... Alors... On est, encore une fois, sur un gameplay, on va dire, qui est un peu... On sait qu'on a l'avantage, du coup, on peut juste se permettre d'avancer dans les adversaires. Donc là, pareil, on tente un hook sur Vigo, hein, pas la pire target, hein, mais clairement pas la meilleure non plus. Et là, je pense que c'est une erreur, c'est-à-dire que on a peut-être un peu trop commit côté Lee Sin en tout cas, parce qu'en fait, l'intérêt de Lee Sin, c'est justement de pouvoir amener une cible pour se faire catch facilement côté T1,
Et le fait de claquer du coup l'ultime comme ça, c'est pas forcément la meilleure chose. Après on claque pareil l'ulti Xayah agressivement sur, TF, je suis pas fan non plus. Après bon, on fait burn la stopwatch quoi, mais et du coup non, Ahri n'a pas encore fait de Zonia. Je pense qu'elle va peut-être le faire à ce bac là, parce qu'à force de voir son jungle faire n'importe quoi depuis le début de la game, peut-être qu'elle va acheter un Zonia en vrai. Quand même, vous pouvez voir, c'est intéressant les CC. Nautilus, il a pu bouger de à peu près 1 millimètre dans le fight. Même pas. On refait perdre le flash de TF, en vrai. C'est pas mal pour les fights, mais bon, c'est pas fameux quoi. On va dire que je l'utilisé, il aurait pu être économisé quoi, je pense là-dessus. Ah, côté Faker, on s'en bat vraiment les couilles quoi. Concentration lointaine, on en a vraiment mais plus rien à battre de la game. Hein. Bon, je vous cache pas que généralement quand T1 domine comme ça une game, c'est assez rare qu'il la throw. Après bon, on est quand même contre RNG, donc on n'est pas contre une équipe nulle quoi. Genre on est contre bon, une des meilleures équipes du monde, mais le truc c'est que RNG a tendance à quand même avoir un jeu qui peps bien, et du coup quand il passe un peu derrière, ça... C'est toujours une équipe bon, qui est pas... Enfin c'est une équipe qui est un peu moins pétillante quoi. Il y a des équipes par exemple qui brillent quand elles sont derrière, entre guillemets. Bon, je vais vous donner une vieille ref, hein, mais typiquement Evil Genius, quand il y avait Anivia sur Froggen, pardon, sur Anivia. Bon, bah typiquement, ça c'était une équipe, tu la mettais derrière, bon. Pareil, t'avais les SKT en 2015, je crois, quand il y avait... je sais plus c'est qui il a dit. Je sais Bengi. Il y avait Bengi dans la team, je crois. Je sais plus qui y avait d'autres. Mais typiquement, quand il y avait Bengi dans la team, je crois, typiquement SKT, ils aimaient beaucoup jouer très slow, etc. Et genre, ils pouvaient jouer, enfin faire stall les games jusqu'à 40 minutes et être en mode chillax pépouze 40 minutes, quoi. Et là, en fait, c'est simple. Côté T1, on va simplement push les lanes, pressure, et attendre en fait les opportunités de pouvoir créer du jeu et de pouvoir créer des fights en fait tout simplement autour d'objectifs comme le Drake, le Baron, etc. L'idée, c'est vraiment on va bloquer la vision adverse puisqu'on va se mettre les adversaires dans une situation assez simple. C'est soit vous venez pour défendre l'objectif et dans ces cas-là, on vous engage et vous perdez le fight, soit bah, vous nous laissez l'objectif. Et donc là, on trouve la solution, donc on essaie de trouver une solution un peu tiers côté RNG, c'est le Kachari, mais comme je vous le disais tout à l'heure, Ahri en side, ça craint vraiment pas grand chose quoi. Donc là, c'est comme ça qu'on récupère le deuxième Drake côté T1, donc on casse la win condition RNG. Bon, ce Drake là, il est honnêtement pas trop défendable côté RNG parce que ils ont pas trop de moyens de prendre des teamfights correctement, ils ont pas de flash sur TF. Aphelios, je sais pas s'il avait les bonnes armes, donc en vrai, la prise de fight est compliquée parce que pour que RNG gagne les fights, il faut forcément qu'ils aient la vision sur T1, ce qui n'était pas le cas sur ce timer-là. Donc parce que T1 avait fait une poussée trop puissante dans leur topside tout à l'heure, donc en fait, ils devaient récupérer la vision sur le topside pour défendre le baron, et du coup, ils pouvaient par ordre de priorité pas défendre le baron et le Drake en même temps. Donc et là, vous voyez d'ailleurs hein, la vision côté du coup sur topside, donc dans cette zone-là, a bien été récupérée par RNG. Vous avez quelques visions côté T1, mais du coup, ici RNG, ils ont fait un choix parce qu'il faut savoir, et ça c'est quelque chose qui est très important, c'est que dans League of Legends, vous ne pouvez pas tout faire. Dans League of Legends, vous ne pouvez pas tout faire. Vous devrez faire des choix. Et là, typiquement, bah, RNG, ils ont privilégié le choix d'aller récupérer cette vision, d'aller catch au top, plutôt que bah, du coup d'aller tenter un Drake, d'aller fight un Drake potentiel où l'issue serait incertaine. On préfère voilà, récupérer de la vision, être sûr qu'on va sécuriser ça, puisque dans tous les cas, comme dit, RNG veut jouer le late game, donc ils veulent jouer relativement low risque. Ils ne vont pas aller flip la game sur un dragon. Ce serait quand même complètement con. Sachant que ça peut être une partie de leur win con, aller flip ça tue, bon. Et du coup, côté T1, donc là on va récupérer là, on va essayer de récupérer des informations top, puisque du coup, si on veut jouer ce dragon, si on veut menacer
RNG, si on veut refaire le même cycle, il faut récupérer la vision, c'est important. Donc du coup, bah, on va faire la petite percée dans la jungle. On utilise le fait que TF n'a toujours pas de flash et du coup qu'il est relativement sensible à Harry, puisque du coup les match-ups restent des match-ups même si on est en pro, et du coup TF sans flash contre Harry, ça reste un match contrôle contre un assassin sans flash. D'ailleurs, débat philosophique. Harry, assassin ou match contrôle? Donc là, on a toujours T1 qui récupère la vision, qui récupère la prio sur le topside. Vous pouvez noter en fait le fait que, bon déjà il y a un Inter qui n'a pas modifié sa ping ward, ce qui est toujours dans le tribush bot. Mais vous pouvez noter du coup que RNG, bah, ils sont dans une position assez compliquée où là du coup T1 a réussi à récupérer toute la vision, mais bah, il claque avec une catch rouge, etc. Et tout ça, bah en fait ça va leur permettre de s'avancer un petit peu. Alors comme dit, généralement dans ce genre de game, quand T1 a réussi à mettre autant son lead en avant, bah c'est compliqué. On scout avec l'ulti TF. Ah, je pense que c'est... Ouais. En vrai, la prise de fight est pas trop mauvaise pour RNG, mais bah, y a beaucoup trop de tempo côté T1. Là, vous voyez, typiquement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec toute la tempo. Ils ont toujours pas réussi à down Zaya, ils ont toujours pas réussi à down Faker, alors que Faker a littéralement tapé 2 Dashin dans le fight, quoi. Alors du coup, c'est bon, du trade, c'est du 2 pour 2, bon. Si on prend le fight, on va essayer de décortiquer quand même un peu le fight. Mais en gros, du coup, sur cette prise de fight ici, on a la TPTF... je ne sais pas. Ici, du coup, on force le commit, on flash, on repère son flash, du coup. Décidément, ce TF, il a décidé qu'il jouait pas beaucoup avec son flash. On zonia instant, le truc c'est qu'on zonia, mais notre équipe est trop loin pour catch-up. Le zonia de Nautilus est excellent. Parce que du coup, le zonia de Nautilus permet... Enfin, du coup, fait qu'Aphelios, du coup, ne touche pas son sort. Et du coup, bah... Là, ici, après, on flash, donc Aphelios n'a toujours pas mis une seule auto dans le fight pour l'instant. Et là, le problème, c'est que, du coup, dans le reste du fight, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la tempo, c'est qu'on a beaucoup de tempo. Ensuite, là, il y a une précipitation sur le TGP. Alors, je pense que, du coup, la précipitation du TGP, c'était pour scout le baron, en même temps que l'ulti-TF, et je pense qu'il y a juste un petit miss de coordination. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le Gwen Immune, qui est extrêmement gênant. Là, le Lee Sin qui va juste pour tempo, Kizonia pour tempo, encore une fois, l'ulti Xayah ici donc pour catch-up. Et là on utilise l'ulti Xayah en agressif parce qu'on sait que ce qui peut punish c'est la gold card potentielle, c'est les CC d'Alistar. Bon, Alistar a 25 HP en train de se battre contre Karia. La gold card de TF est décédée. Et du coup il reste potentiellement que Viego, mais du coup Viego ne peut pas se permettre de rush in comme ça. Donc Xayah, enfin si juste R sur Xayah, bah il va juste rien se passer. Hein. Là il y a une petite... Là c'est ce que je vous disais. Hein. Ah, Viego a R-in sur Xayah. Il ne s'est absolument rien passé, c'est normal. Et du coup là forcément on est obligé de turn, on turn sur Karia du coup, et ça fait du 2 pour 2. Le fight est bien joué de la part d'RNG à part... Enfin en fait le fight est très très bien joué de la part de Karia. Karia a excellemment bien joué son fight. Il y a eu la rundown. Il n'y a rien qui va dans son teamfight. Et après, du côté RNG, on sent quand même c'est désorganisé. Hello Camira. Ah, merci pour le raid. 2 personnes. Trop bien. Donc là, c'est ce que je vous disais, hein, vraiment la temporisation côté T1 qui est beaucoup trop grande. Le fait que, donc là, on va utiliser donc, le Lee Sin qui va se repositionner, qui va essayer de... Donc il va kick Gala. La tempo après de Lee Sin. Et là, vous voyez, par exemple, typiquement, sans la stopwatch, je crois qu'on était 5, mais tous un peu crevés, je crois. Comment ça va? Ça va très bien, et toi?
Et là, vraiment, on est sur un setup extrêmement intéressant parce que, T1 avec ce move-là, en fait, comment dire? Bah, en fait, en soi, c'est pas un move qui favorise T1 parce que, là, ce qu'on l'a dit, c'est que plus la game dure, plus RNG va être fort. Et le fait d'avoir des teammates qui se jouent comme ça, bon, alors, ils sont pas fondamentalement mal joués de la part de T1, mais c'est simplement, je pense qu'il y a eu peut-être un peu trop de commit de la part d'Ari. Je pense que c'est aussi du griffe de pas faire un Zonia, vraiment, je ne sais pas ce qui prend le faker, mais par pitié qu'il achète un Zonia, quoi. Mais en gros, ici, plus la game dure, plus ça va être compliqué côté T1 de gagner. Parce que on va avoir un GP qui va commencer à faire vraiment mal. La GP, avec son percepteur, il va commencer à faire des trous. Parce qu'il n'y a pas d'armure. Puisque vu qu'on n'achète pas de Zonia côté Faker, bah on n'a pas d'armure. Du coup, bah GP il va faire des trous damage avec le percepteur. Donc il faudrait peut-être arrêter de hint. Tranquille, tranquille, ah, trop bien. J'ai pas vu les games TRNG, je me suis mis. Que je suis dead. Très bien. Bah écoute, je ferai sûrement une vidéo YouTube. Je vais sûrement faire ça en vidéo YouTube, donc tu pourras regarder la vidéo si tu veux, la VOD. Et c'est Nadir qui va faire la miniature. Et du coup là, vraiment l'itemisation de Faker, je trouve que c'est du pur griffe. Parce que déjà, ben, naturellement, les joueurs adverses vont faire de la peine armor ou vont faire de la létalité, genre, c'est logique. Donc il faut qu'il achète un putain de Zonia parce que il peut pas se permettre, enfin en gros il peut pas faire le même travail que TF qui est de all-in bait alors qu'il est meilleur que TF pour ça. Et du coup je trouve que c'est vraiment embêtant dans la combo T1 de pas jouer le bait avec Faker. Donc côté T1, trop bien, génial, bah écoute je vais regarder ça pour stream. Ah, trop mignon. Eh bah écoute, bonne soirée à toi, bonne nuit, et puis eh bien, n'hésite pas à repasser ou quoi, à lâcher un petit follow, un petit sub, tu connais hein, tout ça. Je ne t'apprends rien, tu es streameuse aussi. Et là, du coup, ce qui est intéressant, c'est que côté T1, du coup, on continue de jouer autour de cette situation, de dire, bah, ok les gars, regardez, nous on joue bot side, on vous laisse un top si vous voulez, mais par contre, du coup, bah, bot side, on va ouvrir. On utilise le fait que du coup TF soit un peu out of tempo pour gratter quelques HP sur la tourelle mid, et l'avantage c'est que ça fait une retraite directe. Si on veut jouer le Drake, on peut retraite directement dans cette zone là parce qu'on a déjà récupéré l'info. Alors en vrai on aurait pu récupérer une info un peu plus supplémentaire, genre avec par exemple une pink ici, ça aurait pu être intéressant. Mais là côté T1 on sait que ça va pas être une T2 top qui va fondamentalement changer la game. Bon du coup, bon ça c'est assez classique hein, TF en split. Sachant qu'il a encore ce TP, enfin vraiment ça c'est un move en termes de macro, c'est négligeable, y a rien à dire. La réponse de RNG est intelligente, hein, c'est-à-dire c'est intelligent d'aller essayer de défendre, enfin d'aller essayer de les prendre, parce que justement ils ne peuvent pas défendre la position de Drake. Le seul point qui m'embête un peu, c'est que cette prise donc de tempo, enfin cette prise de prio plutôt, en topside du côté RNG, bah elle est pas suivie de vision, il n'y a pas de ward ou quoi. Donc en fait c'est extrêmement gênant. Ensuite là bon bah y a Bin qui... Bon son nom veut dire poubelle, et je pense qu'on comprend pourquoi, parce que je ne sais pas ce qu'il branle là, vraiment. Son équipe en timer base. Bon voilà. Après je vous disais, hein, justement un Gwen dans GP, bon. Bon voilà quoi. C'est Gwen quoi. Est-ce que M. Faker va-t-il faire un Zonia ou toujours pas? On peut faire des paris peut-être. Vas-y, faisons des bets dans le chat. Faker va-t-il arrêter de rundown son stuff avant la fin de la game? Faker va-t-il acheter un Zonia? 1 pour oui, 2 pour non. C'est Faker. Il a forcément raison, c'est faux. Là vraiment, je trouve que son build, c'est du hint. Là par exemple, ici vous voyez, Faker ne peut pas commit sur Aphelios. Pour une raison assez simple, il n'a pas de Zonia. Parce que du coup, si Faker s'amuse à R ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va probablement se faire one-shot. Alors que s'il avait un Zonia, eh bien il pourrait zoner
les 2 carries en même temps de RNG serait quand même vachement pratique. Mais non, bah, vu qu'on préfère acheter une concentration lointaine, hein, du coup, on reste à la concentration lointaine, je pense. Du coup, bah, on se retrouve à devoir focus la backline, on ne peut même pas mettre un GLP in, et du coup, bah, on se retrouve à fight que à moitié, quoi. Vraiment, la Faker, je trouve particulièrement en deçà dans cette game. L'itemisation, c'est n'importe quoi. Ces 2 TP, les TP qu'il a fait de manière générale, c'était un peu chelou. Le catch bot, il aurait pu ne pas mourir dessus. Bon, c'était plus un problème de fond de jungle, mais il aurait pu quand même ne pas mourir sur le catch bot en vrai. Et après, la T1 va finir la game, il me semble. Il me semble qu'ils finissent là-dessus. Oui, ce serait logique. Ah, vous allez d'ailleurs voir Gumelici qui va se suicider. C'est Gumelici qui va se suicider, il va se prendre une gold card et il va mourir. J'ai juste vu la fin. Bon, que dire sur cette game? Bon, déjà, c'est une game fort intéressante, j'ai bien aimé, c'était une game qui était sympa, genre avec RNG qui prend le lead en early game. Enfin, faux lead, parce qu'en vrai, en réalité, RNG avait toujours la... Enfin, T1 avait toujours la main. Mais cette game était extrêmement intéressante parce que c'était une game qui était relativement propre en termes de macro. Enfin, bon, il y avait des trucs qui étaient un peu chelous, mais on utilisait bien la tempo, il y a eu des rotations qui étaient très sympas de la part du support. J'ai beaucoup aimé le fait que Lee Sin inverse son cycle jungle pour aller mettre les ralbots. On a vraiment bien respecté les win conditions, les early moves étaient vraiment très intelligents. La manière de jouer les teamfights côté RNG était... Bon, à part le mid laner qui était en train de rundown, c'était assez malin. C'est-à-dire qu'on essayait de jouer vraiment autour du fait de bait un peu les trucs côté T1, et du coup, une fois qu'on avait bait T1, bah du coup, on pouvait continuer le fight. Et j'ai trouvé que c'était très très sympa. C'est une très bonne game à regarder. C'est franchement très très satisfaite. J'aurais bien aimé que Monsieur Faker ne troll pas son stuff, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. Voilà, du coup sur ce je vais vous laisser, je vais cut le record et je vais cut le stream. On est donc à 1h16 de live.